Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de Pièces et Main-d'œuvre. Bonjour, bienvenue sur Floraison. Vous écoutez Malville, c'est le 7e épisode de votre série préférée Face au monde machine, un entretien technocritique au long cours avec les Grenoblois de Pièces et Main-d'œuvre. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents de notre feuilleton, on vous conseille de le faire, mais vous pouvez, si vous avez envie, écouter seulement celui-ci, c'est possible, ça fonctionne de façon indépendante. Cet épisode-là, j'avais vraiment hâte qu'on le diffuse. Comme je vous l'annonçais la semaine dernière, aujourd'hui on va parler de nucléaire et d'antinucléaire, de l'émergence du mouvement écologiste en France. Ce qui rend particulièrement intéressant ce podcast, c'est qu'il raconte l'opposition à Superphénix, à la centrale nucléaire, depuis l'intérieur même du comité Malville, de la lutte antinucléaire dans les années 70. Vous allez voir, c'est passionnant. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti. Bonne écoute. Le commissariat à l'énergie atomique ne tombe pas du ciel. Il est issu finalement des recherches nucléaires françaises entreprises par Pierre Curie et Marie Curie avant la guerre de 14. C'est une épopée. Ils ont eu le prix Nobel ensemble. Puis Marie Curie a eu le prix Nobel toute seule. Ils ont d'abord eu ensemble le prix Nobel de physique en 1913, je crois. Et à cette occasion, d'ailleurs, Pierre Curie c'est lui qui a fait le discours de Stockholm pour dire je te résume, c'est pas verbatim, mais c'est ça qu'il a voulu dire. Nous, ce que nous faisons, nous les scientifiques, ça peut donner lieu à des applications néfastes. Bien sûr, c'est dangereux, c'est périlleux. Est-ce que nous devons nous arrêter ? Je ne le crois pas. Les bienfaits sont supérieurs. Et là, on parle de deux individus, Pierre et Marie Curie, qui sont des martyrs de la science. Il n'y a pas de doute. Quand tu regardes leur histoire en détail, comment ils ont travaillé, dans quelles conditions, martyrs de la science, pas de problème. Bon, tous les travaux sur le radium, tout ça, la radioactivité. Et leur fille, Irène Curie, reprend leurs travaux avec toute une pléiade de physiciens, Kowalewski, et Frédéric Joliot, qui est un élève de Marie Curie, qui épouse Irène Curie. Donc ça fait les Joliot-Curie. Et là encore, progressiste. Mais progressiste, pur progressiste. Parti communiste. Et donc ils travaillent, eux, sur la fission de l'atome. Donc on passe des travaux sur la radioactivité de Marie Curie aux travaux sur la fission de l'atome. Et juste avant la guerre de 1939, la Deuxième Guerre mondiale, Frédéric et Irène Joliot-Curie déposent un brevet sur les explosifs découlant de la fission de l'atome. Vous comprenez ce que ça veut dire ? En fait, c'est la bombe atomique. Ce qui permettra après-guerre, le jour de l'explosion de Hiroshima et de Nagasaki, à l'humanité de revendiquer fièrement la paternité de nous les Français et surtout de nos camarades Irène et Frédéric Joliot-Curie dans cette explosion. Cependant que le monde
titre sur une première scientifique. Le seul qui proteste, c'est Albert Camus. C'est le seul qui protestera en disant c'est pas une première scientifique, c'est impossible, etc. Bon, enfin, bref. Les Curie, Frédéric Joliot-Curie est impliqué dans la fondation du CEA, et en particulier dans la fondation du CEA Grenoble. Et au début, le commissariat à l'énergie atomique est une entreprise conjointe des gaullistes et des communistes. Et puis à un moment donné, les communistes sont réticents à entamer les recherches à application militaire. C'est le moment de la guerre froide. La bombe atomique, oui, mais russe et communiste. Enfin, soviétique, pardon. Soviétique et communiste. Et donc, ils sont petit à petit éliminés du commissariat à l'énergie atomique et remplacés par des gaullistes ou des apolitiques. Ils perdent le pouvoir. Mais en 70, donc ça fait un moment que Louis Néel est aux commandes du CEA, et lui, il s'en fiche de tout ça. Louis Néel, il n'est pas pétainiste, il n'est pas communiste, surtout pas. Il n'est même pas vraiment gaulliste, il est pour la science, les technologies et l'entreprise. Et donc, il a bâti, grâce aux marins qui l'entourent, ces 2 réacteurs nucléaires en pleine ville. Il a imaginé avec du Bedou la possibilité de faire un réacteur nucléaire à Pont-de-Claix, puis une autre, bon, ça n'a pas abouti. En 71, il a eu à son tour le prix Nobel de physique. Donc, tu vois la dimension du personnage. Et tu vois l'épaisseur de la tradition de physique nucléaire française. C'est quelque chose qui remonte déjà loin. Bon. Or, en 73, arrive le premier choc pétrolier. C'est-à-dire que à la suite de la guerre de Yom Kippour, les pays arabes, enfin, les pays pétrolifères en fait, en mesure de rétorsion, de représailles, commencent à augmenter les prix du pétrole pour punir les Occidentaux, de soutenir Israël ou en tout cas de ne pas punir Israël. Et puis ça se prolonge en 75. Et donc, en 1974, Pierre-Auguste Messmer, qui est alors Premier ministre de Pompidou, et qui est d'ailleurs un personnage impliqué dans les essais nucléaires dans le Sahara, qui a participé au développement de la force nucléaire française, qui est un ancien résistant également, hein, tout ce qu'il y a de bien. Bon. Vient à la télévision et dit aux Français, on va être obligé de... On n'a pas de pétrole, les prix augmentent, c'est le début du chômage, mais nous, on a quelque chose pour nous qui est irremplaçable, c'est notre recherche nucléaire. Et donc, on va faire un programme de centrale nucléaire. Et il lance un programme de centrale nucléaire. Je ne sais plus combien de centrales, 7, 8, 9, enfin bon. Et puis, ils reviennent en 74, je crois, Giscard d'Estaing, et je ne sais plus si c'est Messmer encore, en expliquant, on va faire encore mieux que les centrales nucléaires, on va faire une super centrale nucléaire. On va faire mieux que le Phénix de Marcoule et de Pierre Latte. On va faire super Phénix. Super Phénix, en faisant appel à une technique, une technologie, ils appellent ça de surgénération. Il commence par surgénération, puis surgénération, c'est plus simple, qui consiste à utiliser le combustible, les déchets du combustible qui ont été employés, c'est-à-dire déchets d'uranium, etc., pour en quelque sorte s'en servir une deuxième fois, les recycler. C'est écolo ça, le recyclage. La valorisation des déchets. Oui, c'est ça, c'est écolo, oui. C'est écolo, mais là, ça casse même en deux l'establishment scientifique. C'est-à-dire que tu as tout un tas de scientifiques, pas ceux du CEA. Hein. Ceux du CEA, ils sont à fond pour. Mais par exemple, un type comme Kowalewski, qui était donc un élève de Irène Curie, et qui à l'époque travaille au Canada, sont hostiles. Les scientifiques grenoblois, non physiciens nucléaires, hein, sont hostiles. Ils se groupent dans un comité, ils disent non, c'est pas possible,
c'est dangereux et c'est pas rentable, c'est pas au point. Les scientifiques du CERN, le CERN, c'est le centre d'études, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement. Bon, tu sais, c'est l'immense anneau qu'il y a sous Genève et une partie de l'Ain. On a 1200 sur 1500 qui signent une pétition hostile. Les écologistes s'emparent de cette thématique. Les écologistes qui sont à l'origine, qui ? Alors les écologistes, c'est essentiellement des naturalistes qui s'agitent depuis en gros 69. Les écologistes en France, c'est d'abord Pierre Fournier qui a fait les premiers articles écologistes de la presse française dans Harakiri, puis dans Charlie Hebdo, et qui a fait la toute première manifestation écologiste française au Bugey en 1971, en juillet 1971, qui est une manifestation antinucléaire. Pour être tout à fait exact, la toute première a lieu en avril de la même année à Fessenheim. Il y a 1500 personnes environ et c'est monté par les écologistes locaux avec des Suisses, des Allemands, enfin c'est la plaine d'Alsace. Ils sont 1500, c'est fait tout à fait à la Suisse, à l'alsacienne, tu vois, très, très propre en ordre. Et donc Fournier y va et il dit je vais faire la même chose à Bugey. Il est poussé par ses amis, Émile Prémieux, etc. Il veut faire la même chose. Et là, c'est beaucoup plus foutraque. Il y a 15 000 personnes, ce qui nous paraît bien peu. À l'époque, on trouve qu'on n'est pas beaucoup. On trouve qu'on est vraiment peu. Que c'est un échec. Mais c'est un échec prometteur. On sera plus nombreux la prochaine fois. Alors, la prochaine fois, ça va être Malville. Pour nous, ça va être Malville. C'est notre région, hein. La région Rhône-Alpes, Alpes surtout. Et à Grenoble, cette contestation est prise en charge à la fois par des écologistes. Alors il faut citer Yves Lepape, qui est un économiste, Cédric Philibert, qui est à la fois... il est comme moi, Cédric, c'est mon homologue. C'est un jeune Mao, mais grenoblois lui, qui est plus Mao en fait, qui est devenu écolo et qui fait de la contestation écologiste, environnementaliste. Il y a Yves Noblet ou Pierre Noblet, Jean-François Noblet, voilà, on allait y arriver, qui est à l'origine de ce qui va, enfin localement, de ce qui va devenir la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes des associations de protection de la nature, qui est un ancien boy scout. À Lyon, il y a le professeur Yves Le Breton, qui est aussi un élément moteur. Donc, d'une part, des scientifiques, des écolos, enfin des gens qui abordent la chose par l'angle écolo, et puis il y a nous, les anciens Mao, les Mao décomposés. Donc, Pierre Boisgontier, Sigaud, moi, et puis tout un tas d'autres copains, et puis rapidement des anards, etc., qui sont en fait des antinucléaires. Moi, j'ai été à la manifestation de 71, je suis un antinucléaire et je suis un écolo, et je suis un naturaliste. Enfin, j'ai déjà expliqué tout ça. Enfin, le maoïsme, pour moi, a été un dévoiement. Enfin, c'est ce qui s'est... C'est un méandre que j'ai fait pendant 3 ans de ma vie, mettons. Bon. Et donc, se fonde à Grenoble un comité Malville, où confluent tous ces gens. Et le comité Malville est à la manifestation de Malville et au mouvement antinucléaire, ce que le soviet de Petrograd est à la révolution russe en 1917, c'est-à-dire la locomotive.
fait des réunions tous les soirs dans notre local, impasse du Four, enfin dans la rue Saint-Laurent. Et dans le local, tu as tous les soirs entre 40 et 80 personnes, assis sur la moquette en train de fumer. Voilà. Réunion fiévreuse, voilà, enfin, brouhaha, débat, etc. Et rapidement, on fonde d'autres comités Malville dans toute la région. Il y en a partout, voilà, dans toutes les villes de la région, dans des villages. Et on est en lien avec les Amis de Genève, avec Kaïm Nissim, qui est un écolo genevois, Odile Lanza, qui est une écolo annécienne, les Lyonnais, tout ça. Bon, il y a une première manif en 1976 à Malville, où de nouveau on n'est pas beaucoup, 20 000. Et à l'époque, il y a simplement la clôture de la future centrale, du futur Super Phoenix. Il y a des gens qui attaquent la centrale, des gens en tongs, en t-shirt et en calbute de bain, hein, bon, qui attaquent le truc à la cisaille. Il y en a qui rentrent dessus. Moi j'ai eu les jetons, je ne suis pas rentré, je suis resté devant la clôture. En fait, ce que j'attendais, c'est que tout le monde déferle, qu'on fonce tous. Mais il y en a, je sais pas, juste une trentaine qui rentrent et qui se font aussitôt choper par les flics. C'est un peu comme les Pac-Man. Après, tout de suite, ils se font choper. Mais t'as un village autour t'as des villages autour de la centrale, des villages de campeurs. T'as des gens qui font des sit-ins, enfin qui restent pendant quelques temps. Et t'as une ambiance très très tendue parce que le préfet de l'Isère, c'est un dur à cuire, René Janin. Et les flics sont très très durs. Tu vois, il y a des arrestations, il y a des bastons, enfin, il y a des articles dans Le Monde pour dire c'est une drôle de guerre qu'il y a autour de Malville. Et alors là, le mouvement Malville, le mouvement anti-Malville, qui est déjà divisé entre ceux qui disent « nous sommes non-violents » et ceux qui disent « nous sommes antinucléaires », lance le mot d'ordre 100 000 l'an prochain. On revient, mais cette fois on est 100 000. Et les comités Malville désormais prolifèrent dans toute la France et se mettent en lien. On travaille à l'international avec les Allemands, avec les Suisses, avec les Italiens. Pendant 1 an, tu as une dynamique ascendante qui mêle toutes les composantes. Donc les écolos purs, ceux qui se disent non violents, ce qui est une façon d'accuser les autres d'être des violents, tu vois. Enfin, alors que les autres ils disent juste nous on est pour la légitime défense, on est bon. Et puis les anards qui savent plus où ils habitent, mais de toute façon eux ils sont contre tout, donc ça tombe bien. Et puis les premiers autonomes qui n'existent pas encore, mais les proto-autonomes, en fait, dont l'acte fondateur c'est la manifestation de Malville. C'est la première fois qu'on va les voir débarquer de Paris, d'Oberkampf, en cuir et en ranjo à la campagne, quoi. Et les gauchistes décomposés et les trotskars, parce que tu penses que les trotskars, tout ce qui bouge est rouge, hein. Donc on les voit arriver et commencer à nous infiltrer pour voir comment ils pourraient récupérer ça. Mais malgré des débats houleux, comme on dit dans les scripts de l'Assemblée nationale, ou fiévreux, ou tout ce que tu veux, la mayonnaise prend. Et pendant un moment donné, toutes ces différences s'additionnent. Hein ? Ce qui fait que le 31 juillet 1977, on n'est pas 100 000, hélas, on est beaucoup moins, on est 60 000. On est 60 000 et les débats ont abouti à un mot d'ordre d'une clarté indépassable, marche pacifique offensive.
Bien. Je te laisse décrypter. Ce qui veut dire démerdez-vous. Chacun fait ce qu'il veut. Et tout ça est chapeauté par une coordination qui est en fait aux mains des non-violents. Nommément Cédric Philibert, qui n'est plus Mao du tout, il travaillait à la Gueule Ouverte à l'époque, Caïm Nissim, Rousier, un mec de Mélan, enfin tous ces gens-là. Et si tu veux, Michel Bonhomme qui d'une part habite, d'une part fait partie des non-violents et d'autre part habite à la Monta, la communauté de la Monta, où j'habite moi-même. Donc qui est l'intermédiaire idéal pour embrouiller tout le monde. Et tout ça aboutit à une ineptie qui consiste d'une part à faire 3 manifestations convergentes, 3 manifestations en colonne convergentes, et d'autre part, personne ne sait clairement ce qu'on va faire. La seule idée claire, c'est il faut qu'on rentre sur le site, comme l'an dernier. Mais ce coup-ci, on rentre et on y reste. Et tout ça se développe dans une tonalité apocalyptique. C'est-à-dire que si tu reprends la presse de l'époque, notamment la Gueule Ouverte, il y a l'idée, si on ne gagne pas à Malville, c'est foutu. C'est foutu parce qu'on ne se débarrassera plus jamais des déchets et de la radioactivité. Et tu as les assises, en particulier les assises des comités Malville en février, je crois, à Morestel, qui dit la même chose, qui dit c'est à Malville qu'on doit gagner. Et les mêmes assises accouchent du mot d'ordre d'éco-sabotage et de légitime défense. Donc pendant des mois, et même il y a des années, tu vas avoir des trucs qui vont péter, qui vont exploser. Et arrive donc le jour de la grande manifestation. Et je peux te dire qu'on a tous une trouille inimaginable. Une tension et une trouille. On a du mal à respirer. Hein. Et donc on part en manif, donc de 3 points différents, en colonne, des colonnes de... Je sais pas, c'est la croisade des enfants, tu vois. Enfin, des colonnes sur des petites routes qui commencent par marcher, donc qui marchent pendant 1 heure ou 2. Personne ne parle. T'as juste ce bruit de pas, et puis des rires nerveux, et puis... Et alors là, alors que c'est un été radieux et il a fait beau depuis le début juillet, il va faire beau tout le mois d'août, éclate un orage. Mais un orage qui va durer toute la journée. Donc, tu as ces colonnes de marcheurs qui vont vers le site de Super Phénix, de Malville, silencieux, en prenant sur la tronche une trombe ininterrompue pendant des heures. Voilà. On arrive au site qui est en contrebas et nous on est au-dessus, on est au sommet d'une espèce d'amphithéâtre ou de cirque qui va en pente vers le bas, vers le site lui-même. C'est un champ gadouilleux, puis de part et d'autre, il y a des champs de maïs. Et en bas, il y a les flics qui sont retranchés et qui se chient dessus également. Parce que soudain, ils voient surgir sur la crête des milliers de gens. Des milliers de gens. Et qu'est-ce que font les milliers de gens ? Rien. Parce qu'ils ont la trouille de descendre, d'une part, et que d'autre part, on est bloqué par le service d'ordre trotskiste, le service d'ordre de révolution, Révo. Ils sont tous en ligne, sur plusieurs rangs, casqués. Les SO à l'époque, c'est pas de la blague. Là, t'es casqué et t'as des barres, voire des boucliers.
Et donc la foule se dit, bon, le SO va charger et on va derrière. Le SO charge, fait le trou et on va derrière. Mais le SO ne fait pas le trou. Le SO reste sur place, bloquant la manif, les 3 manifs qui arrivent et qui s'entassent derrière, hein, et marquent le pas sur place, en chantant des chants révolutionnaires. Ouais, comme tu dis. Et... Sous la pluie. Sous la pluie. Bon, en fait, de temps en temps, il y a une accalmie. Hein. Et donc, au bout d'un moment, on est un certain nombre à s'impatienter, enfin à être révoltés. Et donc, on est plein, plusieurs centaines, pas beaucoup, hein, à dévaler la pente pour aller au contact. Donc, c'est là qu'il y a les premiers totos parisiens, avec leurs ranchos et leurs blousons de cuir dans la boue. Et ils étaient venus parce qu'évidemment, ils avaient lu tout ça et ils savaient qu'il allait y avoir de la baston. Et la baston, c'est irrésistible quand t'es toto. Hein. Le nucléaire, bon, ok, mais baston. Bière, baston, Oberkampf et No Future. Et d'autre part, il y a nous, les Mao décomposés, les jeunes Mao décomposés, qui sont pas Mao du tout. Hein. J'ai un copain, je suis avec mes copains arabes, hein, avec Didi et Amoudi, et d'autres. Et on a rien, on a les mains nues. Donc on arrive, on fonce faire les flics, t'as des scènes, on dirait du dessin animé, les mecs, ils pédalent dans la boue, puis ils font demi-tour. T'en as qui arrachent des branches d'arbres pour, tu vois... On n'a rien à leur lancer, il n'y a pas de cailloux dans les champs. On n'a pas préparé de coques. Hein. Puis de toute façon, des coques sous la pluie, ça prend pas. Hein. Et les flics, au début, ils ont vraiment les jetons. Hein. Ils ont tellement les jetons qu'il y en a un qui fait péter un truc et qui s'arrache la main. Quoi. Enfin, bon. Puis au bout d'un moment, ils reprennent confiance en eux, ils voient que tout ça... Donc ils commencent à canarder. Quoi. Ils commencent à canarder à l'OF, les grenades offensives. C'est pas des grenades militaires, mais c'est des grenades qui font beaucoup de bruit, beaucoup de fumée et qui ont un effet de souffle. Et donc nous, on est obligé de battre en retraite. Et les flics s'enhardissent et ils commencent à monter, à repousser les gens et à remonter. Et évidemment, derrière, ça se débande. Le service d'ordre de Révaux, il recule en bon ordre sur des positions préparées à l'avance, j'imagine. Enfin, je sais pas, on les a plus revus. Et là, toute l'après-midi, on est pourchassés. Enfin, on est suivis, quoi. Suivis, pourchassés. Boum, 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 ils avancent. Boum, 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 ils avancent. Il y a des gens qui se battent. Il y a les Allemands qui font un boulot extraordinaire. Les Allemands sont tous en uniforme. Ils sont tous allemands. En ciré jaune, avec leur coiffe, leur méga masque à casse. Et eux, ils se chargent d'évacuer les blessés. Hein. Ils embarquent les blessés. Et ils ont même les... Enfin, je reverrai ça plus tard. Ils ont même un insigne sur leur truc pour indiquer de quelle ville ils sont. Ceux de Cologne, ils ont une cathédrale découpée. Hein. Impressionnant. Et... Bon, vous connaissez l'histoire. On a un mort, c'est Vital Michalon. Il y a un mécanicien allemand, Manfred Schulz, qui a la main emportée aussi. Il y a Michel Grandjean, qui est un Mao de Lyon, qui perd le pied, qui a un pied emporté. Tout ça. Et donc on est battu. On n'a pas pris le site. On a un mort, on a des blessés. C'est la débandade. Et c'est une débandade qui va bien au-delà de la débandade immédiate. En fait, pour moi, c'est de là que date la débandade, c'est la fin du gauchisme. C'est le 31 juillet 77. C'est vraiment la fin du gauchisme, tu vois. Et c'est... En fait, depuis 2 ans, on est parti dans un autre cycle qui est le cycle punk, No Future, bientôt autonome. Ça a commencé en Italie, là ça commence en France. C'est là que ça commence. Héroïne. Bon. Et 8 jours plus tard, ceux qui se sont fait choper passent en jugement à Bourgoin-Jallieu, donc dans l'Isère. Et là, on est très très peu à Bourgoin-Jallieu. On était 60 000 à Malville. À Bourgoin-Jallieu, on doit être, je sais pas, 1000 ou 2000. Tu vois, c'est rien, quoi. Et par contre, au Larzac, en août, là, il y aura du monde. Parce que le Larzac, c'est peinard, tu vois. Et à Lippe, en septembre, beaucoup plus de monde. Bon.
Bref, mais quoi qu'il en soit, le mouvement antinucléaire va donc servir, et ils l'ont revendiqué comme tel. Cédric Philibert l'a dit explicitement, puis d'autres l'ont dit, comme locomotive de l'écologie électoraliste. C'est là que, pour la première fois à Grenoble, tu as une liste verte qui se présente, et quand tu épluches cette liste verte, bon, je repère dessus 2 ou 3 écologistes, mais je repère des gens du PSU, etc., quoi. Donc c'est aussi en même temps les débuts de l'écologie électorale et d'Europe Écologie Les Verts. On leur a servi de publicitaire d'homme sandwich. En 1976, donc l'année d'avant, alors que le mouvement est en pleine ébullition, etc., le Conseil général de l'Isère tient des auditions à Vienne, je crois, ou à Bourgogne-Jallieu, je ne sais plus, sur la question de Superphénix. Pour dire, mais quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu as des scientifiques qui ont fait un pamphlet, tu as les gens du CERN, tu as eu Science et Vie, le magazine Science et Vie, qui a publié un reportage, un texte, de Jean-Louis Farabaud, un ingénieur nucléaire d'EDF, qui a dit Superphénix, c'est une folie. Donc quand même, là, même les politiques, ils ont envie de savoir. Donc ils tiennent ces assises, qui ont été éditées plus tard en livre. Et à ces assises, ils convoquent les acteurs pertinents. Qui sont les acteurs pertinents ? Tu as le préfet de l'Isère, tu as les élus, tu as Louis Néel. Louis Néel, qui est le prix Nobel de physique, et qui vient et qui explique pourquoi il faut faire Superphénix. Et c'est vraiment ce qu'on appelle un moment de vérité. Parce qu'il explique à tous les gens qui sont là, à tous les élus, à tout le monde, il leur dit « Bon, écoutez, on parle depuis ce matin de choses techniques, et en fait, très compliquées, etc. Et en fait, c'est pas le sujet. Nous sommes entre gens raisonnables. Nous sommes entre gens raisonnables. Et en fait, tout ça peut se ramener à une question. Est-ce que nous voulons une société de croissance ou non ? Si nous voulons une société de croissance et de consommation, alors, inévitablement, il faut un développement industriel et de l'énergie. Et donc, il faut Superphénix. Tu vois, il leur pose le problème vraiment en termes, suivant moi, en termes radicaux. C'est dans ces termes-là que moi, je poserais le problème. Et face à lui, il a donc Lev Kovalevsky, qui est donc cet ancien élève de Marie Curie, et qui lui fait plutôt des objections techniques et scientifiques, en disant il est trop tôt, ça coûte trop cher, tout ça. À ton avis, qui va remporter le morceau ? Oui, bon, on cherche pas, c'est Louis Néel. Et donc ils vont faire Superphénix. Mais c'est Kovalevsky qui a raison. C'est-à-dire qu'ils vont faire Superphénix, ça va coûter des milliards. C'est une société mixte qui fait ça. Il y a EDF, les Italiens, les Suisses. Ils fabriquent Superphénix pendant des années. Ils le mettent en route 1 ou 2 fois. Ça marche quelques mois, quelques semaines, et puis non, ça marche pas. Et donc, quand Mitterrand arrive au pouvoir, il arrête Superphénix, il enterre Superphénix. Ce qui lui permet d'une pierre deux coups de donner des gages faciles à sa frange écolo-gauchiste, et d'autre part de tailler dans les dépenses. Parce que c'est un gouffre. C'est un gouffre. Non seulement ça ne produit pas d'électricité, mais ça consomme des milliards de capitaux. Et donc, depuis cette période, Superphénix est en démontage. Et on paye des milliards des types qui sont en train de démonter ce qu'ils ont monté. Ce qui n'empêche pas que le projet Superphénix revienne plus tard sous un autre nom, qui est le projet Astrid. Et ce qui n'empêche pas que les petites centrales nucléaires que Louis Néel et Dubedou voulaient installer en ville à Grenoble ne reviennent cette année, en 2022, dans la bouche de Macron, sous l'appellation petit réacteur modulaire. C'est la même chose.
Donc tu vois la boucle. Bon, je crois que c'est tout. Enfin, il y aurait beaucoup à développer, mais... Et là encore, tu vois comment il y a action et réaction, comme diraient les physiciens. C'est-à-dire qu'ils ont l'initiative, ils font le nucléaire, mais ils ne font pas que le nucléaire, ils produisent des antinucléaires. Nous. Juste qu'on comprenne bien, donc tu parlais tout à l'heure de ces scientifiques dès le début en fait du projet Super Phénix qui s'y opposent ou qui émettent quelques limites, qui sont rejoints par des environnementalistes. Vous, avec le comité Malville, c'est quoi qui va vous distinguer en fait des questionnements que ces environnementalistes posent? C'est quoi vos mots d'ordre en fait? Alors d'abord, c'est pas tout à fait comme ça. Ok. C'est-à-dire que les premiers à s'en préoccuper, ce sont les écolos, mais dans la foulée de la gueule ouverte et dans le sillage de Fournier, de Pierre Fournier, qui lui est mort. Hein. Pierre Fournier est mort en février 73. Bon, donc la gueule ouverte a été reprise par Isabelle Cabu, par une autre équipe, et donc c'est eux qui ont attaché le gros lot de l'antinucléaire. C'est les Alsaciens, les gens de Fessenheim, Solange Fernex et les gens de Fessenheim. C'est Pierre Fournier et le comité Bugey-Cobaye, avec des gens comme GB. L'an 01, ça dit quelque chose? Non. C'est le dessinateur de Charlie Hebdo qui a imaginé l'an 01. On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. C'est-à-dire un pamphlet dessiné et filmé contre la société industrielle. GB était anti-industriel. Je l'ai connu un petit peu, on a parlé, et c'était un anti-industriel. Bon. Et c'est eux qui ont vraiment lancé ça. Enfin, c'est vraiment Fournier. Fournier est un personnage héroïque. C'est un type qui est né avec une malformation cardiaque, qui avait un bout d'artère qui était remplacé par du caoutchouc, qui savait qu'il n'avait pas long à vivre, et qui a mis son peu de temps à vivre au service de la vie. C'est lui qui vraiment a fait de l'écologie une cause politique. De la même façon, je dirais, non, beaucoup plus que nous. Mais enfin, si tu m'interrogeais sur les mérites de Pièces et Manœuvres, je dirais que notre mérite, c'est d'avoir fait de la technologie une chose politique. Passons. Et donc, c'est Fournier qui a lancé tout ça. Et donc, c'est dans le sillage de la gueule ouverte. Fournier, GB, tu vois, tu prends GB par exemple, il est ambigu sur la non-violence. Il a fait une bande dessinée qui s'appelle Les Esperados, GB. Il m'a donné le titre après. Mais il a fait une bande dessinée qui s'appelle Les Esperados, où tu vois des communards ruraux, des gens de la campagne, avec des bandanas, etc., qui la nuit vont tuer les chasseurs. Et qui font en fait, c'est un maquis campagnard, quoi. Bon. Donc, si tu veux, ça facilite pour les gens comme moi, qui viennent de l'extrême gauche, enfin qui sont passés par l'extrême gauche, ça facilite la fusion. Une fois que tu as dépouillé le vocabulaire marxiste et compagnie, c'est très facile de dire oui, je suis naturien ou naturiste ou écolo ou ce que tu veux. Oui, je suis pour la légitime de la défense de la nature et je n'ai pas besoin de plus de théorie politique que ça. Le reste s'ensuit. Hein ? Donc, ces gens-là motorisent, portent le comité Malville. Tu vois, c'est nous qui le portons. Et les gens du campus, ces scientifiques, ils sont encore jeunes à l'époque.
Donc c'est encore des gens qui sont poreux, qui sont sensibles, mais qui prennent soin d'objecter sur leur terrain à eux, qui est la critique d'accompagnement, la critique scientifique. Ils font des diagrammes, ils font des graphiques, ils font des raisonnements scientifiques, mais en fait, ils n'objectent pas sur le fond. Ils n'objectent pas sur le fond qui est politique. Ils disent pas, ils n'ont pas le courage de dire comme Louis Néel, est-ce qu'on veut la croissance et la consommation, oui ou non? Ils disent, ils chipotent, ils disent, ah oui, non, mais là, c'est pas très faisable, la rentabilité économique est pas là, enfin, tu vois. Donc, pour moi, c'est pas bien. Enfin, je veux dire, on se sert de leurs arguments parce qu'on se sert de tous les arguments. On fait feu de tout bois. Donc, si tu veux, quand nous, on va voir les gens, on leur dit, et même les scientifiques disent que ça va pas marcher, ou même les scientifiques disent que ça va coûter trop cher. Hein? À l'époque, le Breton fait, j'ai vu ça, le Breton fait des démonstrations. Le Breton, donc, c'est ce physicien, c'est le type qui a la double casquette. Hein. C'est ce physicien de Lyon qui écrit dans La Gueule ouverte sous le pseudonyme de professeur Molo Molo et qui en même temps est à l'origine de la FRAPNA Rhône-Alpes, Fédération Rhône-Alpes des associations de protection de la nature. Bon. On nous explique que pour refroidir le cœur de Superphénix, on va stocker 5000 tonnes de sodium liquide. Bon. Et on fait des petites réunions en plein air. Et Yves Le Breton nous dit, je vais vous montrer ce que c'est que le sodium. Donc il a une minuscule goutte de sodium. Il laisse tomber. Et on entend un fracas. Mais un bam, tu vois. Et il leur dit, bon, imaginez un avion ou un missile qui tombe sur Superphénix. Et ben voilà, c'est la région entre Genève, Grenoble et Lyon qui est rasée. Hein? Mais là encore, tu peux discuter. Parce que ça, c'est se reposer sur l'argument du péril, du danger. Hein? Et de la maîtrise. Et donc, en face, tu auras des scientifiques pour te dire, oui, mais c'est un accident impossible, on a mis une triple enceinte ou une quadruple enceinte, ouais, à ce compte-là, on ne fait plus rien, puis un avion qui tombe sur une centrale, vous avez vu ça où, et puis, bon. Et puis, on va prendre des précautions. Non. La véritable objection, c'est celle que nous portons, nous, le comité Malville. Et singulièrement dans le comité Malville, les gens comme moi, les antinucléaires, qui disons, oui, vous avez raison, on peut prendre des précautions. On peut faire de la police. On peut entourer Superphénix d'enceintes protectrices et puis de forteresses militaires. Parce que, attention, hein, quand tu as nucléarisé le territoire, c'est comme si tu avais installé des bombes sur ton territoire, il n'y a plus qu'à les faire péter. Et donc d'une surveillance militaro-policière. Et puis, ça veut dire qu'il faut sans cesse, de génération en génération, tant que durera la radioactivité, c'est-à-dire pour certains éléments 1 million d'années, ça veut dire qu'il faut reproduire cette caste d'ingénieurs techniciens, ces grands prêtres de l'énergie, qui sont seuls capables de maîtriser cette énergie, et qui donc viennent de prendre en otage toute la société. Toute la société, dorénavant, est obligée de complaire à leurs desiderata pour leur formation, leur entretien, leur maintenance, leur protection. Et donc, c'est nous qui accouchons du slogan « Société nucléaire, société policière ». Et c'est nous qui accouchons du mot d'ordre de l'électrofascisme. Nous et personne d'autre. Nous, ce ramassis d'Anard et de Mao et de contestataires gauchistes mal dégrossis, en cheveux longs et battle dress et baskets et blue jeans. Pas les totos. Les totos, c'est des récupérateurs comme les trotskistes. Bah ouais. Voilà. Et c'est de là que je viens. C'est très clair. C'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce témoignage et j'espère que vous aussi.
Je pense que tous les écolos devraient l'écouter, et pas seulement les écolos, les gauchistes, les anarchistes, communistes, féministes, etc. Tout le monde devrait écouter cet épisode. Et en fait, tout le monde devrait être anti-nucléaire. Si vous êtes pro-nucléaire, vous êtes dingue, et on n'en veut pas. Voilà, fin de la discussion. Dans un monde idéal, si quelqu'un nous disait « j'ai envie de fabriquer un réacteur nucléaire », on devrait tous lui répondre « oui, d'accord, allez, c'est bien, tiens, écoute, prends une tisane, prends un livre, va t'asseoir là-bas, regarde le paysage, tu vas voir, c'est très joli, tu vas passer un bon moment. » Et il fabriquerait pas sa centrale nucléaire, et on ferait très attention à ne pas donner à cette personne les moyens de devenir puissant. Malheureusement, comme vous l'avez sûrement remarqué, nous ne sommes pas dans ce monde idéal. Dans le monde présent, les puissants sont très très puissants et très 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 dingues, et ils nous entraînent dans leur folie destructrice. Ils ont le nucléaire entre leurs mains, ils nous terrorisent, ils nous prennent en otage. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de les arrêter, et vite. C'est pourquoi je compte sur vous pour partager et recommander ce podcast au maximum. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Notre série Face au monde machine est loin d'être terminée, on n'en est même pas à la moitié, et on a encore beaucoup de sujets à aborder avec Pièces et Main-d'œuvre. Dans le prochain épisode, nous remonterons les traces de la volonté de puissance aux origines de la civilisation. Allez, à la semaine prochaine sur Floraison. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discriminations, exclusions, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni technomètre, vive la liberté et vive l'anarchie.